Bonjour à tous, vous allez bien? Ça y est, c'est la dernière, après c'est pour un mover, ça sera top. Petite particularité avec moi, j'en mets pas trop les timeclippers, donc je me mets un petit minuteur, dans 40 minutes ça sonne, ça sera de la K-pop. Ne vous inquiétez pas, vous parlez pas la vanille, c'est normal. Ça vous ambiancera un petit peu, et surtout ça vous avancera, c'est là. Quelques règles, si vous avez en partie, si vous ennuyez. Allez, c'est parti. Merci, c'était ça. Non, le conducteur, il est voir. N'hésitez pas, je vous serai habituée, je préfère ça plutôt que vous perdiez votre temps. Ok. On remercie tout d'abord tous nos sponsors. N'hésitez pas à les citer parce que, un, je suis Clémade, et deux, vous les avez entendus pendant 2 jours. Et, mais c'est toujours les mêmes, mais en tout cas, c'est vraiment chouette que tu sois là et que tu nous sponsorises parce que sans eux, on ne pourrait pas partager. Aujourd'hui, on va parler de tests. Choisir des tests fait avancer ton agilité. Je m'appelle Natacha Fournier et j'ai donné des informations importantes. Je fais 1m50. Oh là, je pense que c'est hyper important. Je suis l'enfant du milieu dans ma fratrie. Donc ça veut dire que j'ai le caractère qui va avec et je pense que tout est injuste et qu'il y en a que pour les grands et les petits. Et mon tronc sanguin, c'est B+, si jamais il y en a qui veulent voir si on est censé être compatible et tout ça. Voilà. Team des deux blancs, des noirs. Sinon, dans la vie, je suis aujourd'hui coach agile, si on peut appeler ça comme ça. Enfin, j'aide des équipes à avancer dans le changement et mettez le cap comme que vous voulez d'ailleurs. Et je parle beaucoup de tests parce que je suis issue du test. Donc, j'ai fait les du test, les scratch testing. J'ai mis en place les effets sur des gros programmes et voilà. Et le QR code, je vais m'en retirer sur le TikTok, donc vous avez dites-moi de si c'est bien. Mais c'est mon profil LinkedIn si vous voulez du code. Et avant que mon adresse mail m'en compte personne, parce que je m'avais c'est mort pour vous. Ça va? Je vais vous proposer de voyager. On va essayer d'aller conquérir la galaxie. Et dans la galaxie agile, pour la conquérir, il y a une équipe. Une équipe de test. Faut qu'elle fasse son travail, sinon aucune conquête n'est faite sans réussir qu'on va y arriver. Ne faites pas une bataille sans un plan de bataille. On est d'accord? Et donc, les tests, c'est le moteur de notre agilité. Ce qu'on se demande toujours, c'est pourquoi on fait des tests. En quoi c'est important de faire des tests. À part le fait que ça ennuie les développeurs tous les jours, parce que un, ils sont obligés d'en faire, et deux, ça leur dit que quelque part, il y a leur point dans le travail qu'ils doivent fournir. C'est pas ça. C'est dommage, c'est pas ça. Donc, on en fait pourquoi? On en fait parce que ça guide le développement. Si on prend certaines pratiques agiles de test, vos tests vont vous aider à guider votre développement, à mettre en place les bonnes choses et à faire en sorte que tout se passe bien. Ça va réduire nos incertitudes. Si vous avez testé, vous êtes beaucoup plus sûr de ce que vous livrez. Vous êtes sûr que vous livrez de la qualité. On me dit là que dans les principes et valeurs agiles, il y a livré quelque chose de qualité. Et donc, vous révisez de l'incertitude. On sait que tester, c'est douter, va guider. Là, bouton de multiport. Ça garantit la pérennité du produit. Si vous n'avez pas fait de test et que ce que vous livrez n'est pas utilisable, si c'est pas utilisable, c'est pas utilisé, c'est donc obsolète. Donc le test va vous aider à garantir la pérennité de votre produit. Ça prévient les dérives et la maîtrise des coûts. Alors ça, c'est un peu, ça paraît pas forcément logique parce que le test, ça a souvent, et jusqu'à aujourd'hui malheureusement, encore l'idée dans la tête des gens que c'est juste un coût de plus, un projet. Et que si on a une réduction de budget, on a qu'à se séparer du testeur. Les développeurs sont dans le test, évidemment. Hein, on le sait tous, et cela n'arrivera pas. Et donc, on a l'impression que les mecs, bonjour, vous rentrez, pas de soucis. On a tous en tête donc le test coût. Alors, ce n'est pas vrai. Ça aide à maîtriser les coûts. J'ai évité de mettre des chiffres, parce que récemment, on m'a dit si tu veux des chiffres, et tu veux asseoir quelque chose. Et du coup, je vais quand même en citer. On sait quand même, en moyenne, il y a des études qui ont été faites. C'est plutôt relatif et c'est pas une science exacte. Parce que c'est hyper compliqué. Mais un test qui est découvert en production par rapport à s'il est découvert en TI, c'est plus de 650 fois les coûts de code. Un level, vous découvrez en T, ça lui coûte. Mais pas grand-chose si vous découvrez en code, c'est 650 fois ce que ça lui aurait coûté. Donc on imagine qu'on n'a pas envie de faire ça. Et donc, on maîtrise beaucoup et on prévient nos dérives. Ça paraît plutôt évident. Le principe du test, c'est de faire en sorte que vous pouvez utiliser vos applis et que vous pouvez savoir que les tests sont mis la première.
Non, elle avait une urgence. Non. Rien à C'est un malin, moi. Ah, j'en ai gagné 2. Donc, ça prévient les dérives. Pour le test, ça prévient les dérives. Ça paraît plutôt logique quand votre produit il est en production. Parce qu'effectivement, si vous avez des bugs en prod, on revient au truc utilité utilisable. Mais ça prévient vos dérives pré-production, donc avant de mettre en production. Si vous pensez dès l'expression du besoin à ce que vous allez tester, vous allez dès le début pouvoir prévenir les dérives de ce que vous allez faire. Il n'y a rien de pire qu'un PO, et j'en doute pas en plus, qui sont dans la salle, ni aux autres, parce qu'ils font tous leur travail comme ils veulent, mais qui a écrit son US tout seul dans son coin, ses rêves de mission tout seul dans ses coins, ses critères d'acceptation, etc. Il a même bien fait le travail, il a été super cool. Il a fait du gherkin et il nous a fait des UML dans les US, mais il a oublié de demander à un testeur ce qui se passait. Et sauf que le testeur, son travail, c'est de penser à tout ce que les autres ne peuvent pas penser, les petits détails. Donc, il a été. Voilà. Oui. Est-ce que vous voyez d'autres choses qui font que le test peut être le moteur des études? Ouais. On continue. Pensez à mes tests. On a des matrices qui nous aident. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la matrice des quadrants AG. Qui l'a dit? Jamais vu. Ah, Annie. J'allais dire Annie. Je te crois pas. Je te crois pas. Ok, deux. Vivez. Les deux, quoi. Ok, la matrice des quadrants tests AG, c'est ce qui va nous guider sur comment faire les tests. Vous avez normalement tous connu la pyramide des tests, test unitaire, test d'intégration, elle chouette. Elle est très bien, cette matrice, elle est top, et on en parlera un petit peu plus tard, vite fait. Mais, par contre, le problème de la pyramide, c'est qu'elle prend en compte que les tests individuels, elle ne prend pas en compte tout le reste. Et donc, les quadrants AG pour vous aider à nous aider sur la quantité de tests, l'exhaustivité des tests. Donc, ils ont des noms hyper fun, Q1, Q2, 30 tests. Les mecs qui ont pondu le standard, qui se sont dit, on va être un peu foutu. En tout cas, le quadrant 1 va faire tout ce qui est plutôt test qu'on va appeler plutôt de bas niveau. Les tests unitaires, les tests composants, tests intégration, même combat. Hein. Tout ce qui est de bas niveau, et c'est forcément automatisé. C'est aussi orienté technologie et les tests pour aider les autres. Est-ce que c'est plutôt évident pour tout le monde que le test unitaire, c'est un test automatisé? Ou il y a pour quelqu'un, c'est pas évident. Oh ouais! Un de plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de tests unitaires manuels et il se dit, bah si, moi, dans mon projet, on fait du test manuel, unitaire manuel? Si vous me dites tous non, je suis vraiment trop contente. Hein. Ok, je suis vraiment trop contente. Ok, je vois des bof. Ok, j'annonce, le test unitaire ne peut pas être manuel. Par son essence même, c'est pas possible, c'est un test qui est posé dans le code, donc il est forcément passé en même temps que le code. Du coup, il est de fait automatisé. Okay. Si vous avez un projet où on vous dit, nous on fait des tests unitaires manuels, en fait, il faut, c'est soit ça, au mieux, au pire, c'est ça. Le test unitaire est forcément automatisé, et pas de bol pour les développeurs dans la salle, si on a, c'est le seul qui est à la charge. Et 100% à la charge. Il n'est pas à faire par quelqu'un d'autre. Le quadrant 2, il nous parle de test système, prototype, simulation. Ça tombe bien, t'as une petite fusée qui va contenir la ici. Les tests système, c'est ce qui vont vérifier qu'on veut tenir en règle de critères d'acceptation. Et c'est logique. Qu'on a fait ce qu'on nous a demandé. Ça va pas forcément dire que qu'on a fait ce dont on avait besoin. On a fait ce qu'on a demandé. On a réfléchi à quelque chose, on a prévu de développer quelque chose, on fait des systèmes, on vérifie qu'on répond au contractement à peu. Ok, prototype, ça part un mot, simulation, ça part un mot. Ça n'a pas de nom varsité, on va y aller. Ils peuvent être automatisés ou manuels et ils sont orientés métier et les aident.
c'est à partir de là que vos testeurs ils commencent à intervenir. Là, je commence à vous dire des choses. Normalement, il y a quelques personnes qui sont un peu extraits du test dans la salle. Vous commencez à se laisser en me disant pas, en disant comment ça, c'est des testeurs, pas des développeurs. On en parle un peu. Mais c'est à partir de là, en tout cas, à contrario par rapport au destinateur, que vos testeurs commencent à intervenir. Et vos automatiseurs, c'est bien. Le Q3, il parle de tests d'acceptation, tests de processus, tests d'utilisabilité. Et donc, ils sont plutôt manuels. Ils vont vérifier le comportement du produit et ils sont orientés métier. Et là, on va vérifier que ça correspond aux besoins. Parce qu'on a tous des fois, et malheureusement ça arrive, ça arrive encore, développer des choses qui n'étaient pas finalement nécessaires et ne répondent pas à un besoin. C'est peut-être parce qu'on a mal demandé à notre petit papa. Ok. Le délai d'acceptation, ça va. Et donc là, ça va toujours à votre testeur qui intervient et ça va aussi, si on peut faire intervenir le client. S'il est chaud, s'il a été de temps, s'il a jamais de temps, il se serait bien qu'il en prenne. Parce que finalement, normalement, c'est quand même son rôle de savoir ce dont l'utilisateur a besoin. Il en a besoin. Donc, s'il peut faire vous 3 tests qu'on a vu, c'est très bien. Et l'utilisabilité, c'est pas mal d'avoir un produit utilisable, ça paraît logique à théorie. Le quadrant PERT, il parle des tests qu'on oublie et qui sont hyper importants. La sécu, la perte, la charge, la non-fiabilité, rajouterait l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Ils vont être outillés. Tout le monde fait la différence entre la perte et la charge. Qui fait pas la différence entre la perte et la charge? Alors, je explique, je vais vous aider. La perte, je vais vérifier en combien de temps on a pu répondre. Est-ce que c'est utilisable pour la charge, je vais vérifier si on veut aller mettre beaucoup d'eau au-dessus et combien on va stresser la pression pour aller jusqu'au bout. Et vraiment, c'est pas. Vous pouvez aussi appeler la charge. Ouais. Moi, ce que j'ai pas, c'est le test de maintenance, de maintenabilité. Maintenabilité, on va vérifier que. La casser la peau. Ouais. Ok. Ah, le chaos. J'ai pas Ouais. Ça marche. C'est là. T'as peur d'essayer de le faire à charge pour poser la question. Toutes les appris, ne sais pas d'autre à faire tester au chat. Parce que c'est pas forcément nécessaire. Et ça coûte cher. Je vous donne un exemple, j'ai travaillé par le passé sur un projet. Notre nombre d'utilisateurs, c'était 50 personnes maximum réparties sur l'année. Bonjour! Waouh! C'est les gars, c'est pas de soucis. Passe les doigts. Je vais faire une plus de moins. C'est chouette. Ouais, du coup, je disais, j'ai travaillé sur une application, 50 utilisateurs à l'année, répartis sur l'année, max. Je vais pas faire du test de charge. Je pense que même un PC dans un coin aurait suffi à aider à tenir la charge. Ouais. C'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs que tu peux avoir des grosses charges sur. Ouais, mais ça veut dire que, alors, pour le coup, je vais donner mon règlement, je travaille sur l'émission France Travail, donc c'est des gros serveurs, de toute façon. Pas besoin d'aller stresser mon serveur pour vérifier les 50 utilisateurs pour se connecter en même temps, pour nous s'en sortir. Donc on évite d'avoir du coup. C'est juste ça. Ça va, le quadrant? Pour ceux qui ne le connaissaient pas? C'est un outil qui va vous aider à définir quel test vous faites, quand et comment. Et donc, typiquement, pour ceux qui ont l'habitude, si vous faites ce type de test-là et que vous allez commencer à les automatiser, batch. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais batch pour le communiquer. Pour la simple et bonne raison que ça coûte super cher d'automatiser des tests d'acceptation, de les implémenter, de les maintenir, de les adapter. Commencez là. C'est ça là, c'est clair. Ok. Il n'y a pas de TNR ou ce sport? La qualité à même. Que non-régression. Ouais. Ils ont été placés. Le test de non-répression, c'est un test de quoi? C'est un test de... Ça va être soit des tests ici, soit des tests ici que tu vas décider de passer plus régulièrement. Ou du TU, oui, ton TU il va rentrer forcément dans la TML, mais parce qu'il est exécuté à chaque fois que le code s'exécute, c'est-à-dire en permanence. Mais ok. Le TNR, ce que vous allez appeler la TNR, globalement, en fait, c'est des tests que vous avez fait là, si vous avez une bonne stratégie.
On va en parler après. Si vous avez une bonne stratégie, vous n'allez pas écrire des TNR exprès, vous allez utiliser ce que vous avez passé. On va maximiser la quantité de travail à faire, on ne fait pas 50 fois les mêmes tests. Enfin, on les réécrit par 50 fois surtout. Je les ai écrits une fois, hop, ils sont bons, on les passe en TNR. Qu'est-ce? Je veux bien vite la sécurité quand je dis là ou tout ça. C'est pas le moi, c'est le standard. Tu peux la écrire. ISTQB. Ah, pas mal, ça. Tu peux la écrire. Et ouais. Ou alors, sinon, encore mieux, tu passes les 3 niveaux de certification. Au niveau 3, tu peux intervenir sur le standard et essayer de faire modifier. Bon courage. J'en connais quelques-uns qui sont là-dedans. Bon courage pour les faire bouger. Hein. Je suis pas sûr que le club. Ah, mais je crois que c'est une bonne. Ouais. Ok. Il faut qu'on choisisse intelligemment nos tests, j'en ai parlé. Et pour ça, on va continuer notre bataille. Et dans notre bataille, on est attaqué. On est attaqué par quoi? Et vous l'avez tous entendu. Moi, je veux 0 bug. Hein? Moi, je veux 0 bug. Vous vous débrouillez, mais c'est tout. Hein? On veut pas de bug dans le code. Vous connaissez une appli qui a pas de bug dans le code? Alors, oui. Ouais. Vas-y. C'est une appli qu'on n'a pas utilisée. Ouais. Ça veut pas dire qu'elle a pas de bug, ça veut dire qu'on l'a pas trouvé. Exact. Ah, mais j'ai pas dit. Vous connaissez une appli où on n'a pas trouvé de bug. J'ai dit, est-ce que vous connaissez une appli qui n'a pas de bug? Si je m'en compte. Ok, le 0 bug n'existe pas. Le 100% d'automatisation n'existe pas non plus. Et je vous invite à ne pas le chercher. Arrêtez de stresser les gars pour qu'ils automatisent, pour qu'ils vérifient que la couleur du bouton c'est le bon quand ils ont. 0 plus-value à la chose. Le 100% couverture de code pour les développeurs de la salle. On l'aime, on l'arrête, on l'arrête. Et je vais même être un peu plus... S'il y a des gens qui vous savez, vous savez que je véhicule ce discours qui à chaque fois me vaut des volets de bois, mais c'est pas grave, je continuerai de véhiculer. Arrêtez de véhiculer le 80% de couverture de code. Pourquoi? Pourquoi pas? Mais quand la réponse au pourquoi, c'est pourquoi pas. Mais ça me va. Mais quand la réponse à la question, c'est pourquoi pas, ça marche pas. Pourquoi 80%? À part oui, c'est dans 80% des choses qu'on a. Ok. Surtout qu'il n'y a pas de plus-value à quelqu'un de dire c'est capable. Exact. Ça, Et surtout, moi j'en connais des tonnes d'applications. Hein. J'ai des devs, ils avaient 93% de couverture de code. Testez rien, mais 93% du code était couvert. Ça ne sert à rien. Couvrez-moi 10% de code qui teste quelque chose, et je suis heureuse. Et on s'améliorera, et la fois d'après, on fera 15% ou 20% qui testent quelque chose. Mais arrêtez de faire 80% juste pour 80%. Et je suis désolée pour les gens qui véhiculent 80%. Et le 100%. Et du coup, face à ça, on va faire quoi? On va se défendre. Et donc, on va penser stratégie test. La stratégie test, c'est la base. On se réveille pas un matin en se disant on fait des tests et puis on commence à cliquer sur des boutons. Au mieux, on clique sur des boutons. Ok? On pense stratégie test. Comment on va faire nos tests? Pourquoi on va les faire? Lesquels on va faire? C'est hyper important. La stratégie test, ça veut dire, c'est au-delà d'être un document, ça veut dire que vous communiquez au reste de l'écosystème et tout le monde travaille dans un écosystème. Et donc, à partir du moment où on travaille dans un écosystème, c'est hyper important de communiquer avec lui. On va communiquer au reste de l'écosystème le fait qu'on a réfléchi à ce qu'on allait faire sur les tests, qu'est-ce qu'on allait faire et qu'est-ce qu'on n'allait pas faire. On va surtout écrire dans nos stratégies de test ce que l'on va pas faire. Vous savez pourquoi? Parce que le jour où vous avez un problème en prod et c'est quelque chose que vous avez pas fait, on va commencer par aller voir si vous l'aviez pensé à faire et c'est un choix que vous aviez fait en équipe de pas faire ou si c'est un trou dans la raquette. Le règle, c'est pas le même. Si c'est un trou dans la raquette, on va vous demander de rapidement le réparer. Si c'est un choix que vous aviez fait en équipe, on va reposer la question du pourquoi on avait fait ce choix-là à ce moment-là. Donc dans la stratégie de test, on écrit ce qu'on fait, on écrit ce qu'on fait pas. Hyper important. Et on la maintient. La stratégie de test qui a 8 ans, quand la BLI était encore écrite, en je sais pas quoi. Et je dis 8 ans, je suis mignonne, hein. Je parle pas des stratégies de test de COBOL
Alors que l'appli est passée en Java depuis 15 ans. On la met à jour. Ça se met à jour, sincèrement, ça se met à jour quasi tous les côtés stratégiques. Parce qu'elle décrit la réalité de ce qui se passe dans votre équipe. La stratégie test, c'est pas un objectif à atteindre. C'est ce qui se passe dans votre équipe. Encore une fois, vous communiquez avec le reste de l'écosystème. L'écosystème, il s'en fout de ce que vous allez faire dans 3 mois en termes de test. Ce qu'il faut savoir, c'est comment ça se passe aujourd'hui chez eux. Ça ne veut pas dire non plus que on la met à jour tous les jours et à chaque fois qu'on a une motif. Hein. Mais régulièrement. Donc il ne faut pas se payer si vous êtes en Scrum. Trouvez-vous une régularité assez courte si vous n'êtes pas. La gestion des exigences et des risques, ça va rentrer dans la stratégie tech. Il faut penser à l'interne. L'exigence, c'est OK pour tout le monde. Les risques, on a beaucoup parlé de risques. Les tests, c'est éviter et diminuer vos risques. Vous faites des gestions par les beaucoup. Et prioriser vos tests. Ça, c'est pareil que 100% d'automatisation. Hein. On ne s'amuse pas à tout tester tout le temps. Sinon, on a des gars, au mieux, vous avez un peu d'automatisation qui vous aide. Sinon, on vous retrouve avec des gars qui passent leur nuit à passer 50 fois le même test par jour. Donc, vous tiens, les gars, il va me faire une semaine, puis après, il va le faire un prochain. Si, il va pas décider de faire boucher charcutier. Parce que vous l'avez dégoûté du truc, après. Donc, priorisez vos tests. En fonction de ce que vous développez, de où vous tapez dans le code, vous n'allez pas forcément aller retester l'entièreté de l'application. Les TNR complètes, comme on les appelle, qui passent à tout bout de champ et qui durent une semaine et demie. Alors qu'on a changé un libellé dans un formulaire au fond de l'application. Est-ce que vraiment c'est nécessaire de griller de l'argent là-dessus? Parce que les gens qui vont travailler, c'est de l'argent. Je sais que si je vous dis pour le mot des gens, mais si vous grillez de l'argent, il n'y a rien. Je suis obligée. Mais en vrai, ça faut arrêter de griller des gens, c'est surtout ça. C'est un test pour vérifier. Ouais, c'est un test pour vérifier que vous êtes tous sérieux. Je vois ceux qui se hérissent ou pas. Ceux qui se hérissent pas, je me dis ok. Ça va? Quelqu'un veut sortir? Avoir une stratégie adaptée, on a commencé à en parler. Attendez, je regarde. Ok. TDD, BDD, RBT, Spiritualité, Crime de test quadrangle. J'ai mélangé tout et n'importe quoi. C'est pas grave. Vous connaisserez en test, ça rend pareil. Ok. Vous avez plusieurs outils pour vous aider à adopter une bonne stratégie test. Le TDD, le Test Driven Development, on en a encore parlé, on en voit jamais vous. Hein? C'est un peu le drive, vous savez. Vous arrivez, vous sortir du TDD. Le développeur, il vous dit non. Petite batterie pour une développer de temps. Bon, voilà, pour les développeurs. Oui, bisous aux développeurs, on vous aime. Non, mais en fait, le TDD, c'est parce qu'en fait, au-delà de la pratique même d'écrire son test avant le code du développement, je vais rapidement après comment ça se passe en TDD. C'est toute une idée à faire. Ça veut dire qu'il croit que l'esprit pense le code autrement. Aujourd'hui, les développeurs, ils sont formés et en fait, c'est aussi ça, ils sont formés. Ils sont formés à faire du code, mais ils sont pas formés à penser test, échec, etc. Donc en fait, quand vous leur demandez de faire du TDD, ils vous disent non, mais c'est pas parce qu'ils ont pas envie, c'est parce qu'en fait, c'est compliqué. Il faut déstructurer tout ce qu'ils ont appris pour le restructurer. Donc ils sont plus à l'école, ils ont plus forcément cette envie et le temps de le faire correctement. Et là, on va leur demander de le faire plus. Donc il faut les accompagner sur le TDD. Ce qui est plus embêtant, c'est quand c'est votre fille Thèbes, qui dit c'est moche, parce que c'est lui qui est censé les appeler comme ça. C'est aussi une histoire de culture, finalement. C'est une histoire de culture. Le principe du TDD, c'est bon pour tout le monde. Sur la théorie, j'en ai jamais écrit de test unitaire, donc j'ai que la théorie, mais je peux l'expliquer. C'est ça. Donc,
Le BDD, Behavioral Driven Development. Yeah. Vous savez, celui que tout le monde appelle, on va faire du Gherkin. J'aime bien parce que je vois trop des experts du test, c'est ceux qui se marrent à chaque fois. Ah bon, c'est vrai. On va faire du Gherkin, c'est pas du tout ça. Hein. Le BDD, c'est fait de penser votre application depuis l'expression du besoin de l'utilisateur en termes de comportement. Et c'est pas utiliser du bien. Quand je lance, alors, ça c'est du Gherkin, c'est une façon d'écrire, on s'en fout. Ce qu'on veut savoir, c'est quel est le comportement attendu. Et quand vous pensez dès le début à ça, donc quand je dis dès l'expression du besoin, c'est dès votre SAIDO, j'espère que vous en savez, si vous n'avez pas de bon espagnol, on se contentera. Vous pensez déjà de comportement attendu. Ça veut dire qu'on arrête d'écrire une feuille de logiciel, des boutons obscurs, des formulaires obscurs, des informations, sa réponse n'aura un bêtise, il ira en disant. On s'en moque. Encore une fois, on pense au comportement. Parce que ce qui rend une appli utilisable, certes, si elle est jolie, on a plus envie d'utiliser. Mais si elle est jolie mais qu'elle marche pas, c'est pas pratique. Ok? RBT? La gestion par risque. C'est tout. Donc on priorise les tests en fonction du niveau de risque. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quel risque j'ai à ne pas passer ce test? Et rappelons-nous, hein, on est tous des feignants. Quel risque je prends à ne pas faire ce travail-là? À partir de là, vous êtes capable d'adapter une bonne stratégie. Et comme toujours, hein, les risques, on les réduit, on les accepte, on les mitige, on les corrige, on choisit en équipe. La stratégie test, c'est pas un document qui arrive de votre hiérarchie qui tombe sur votre équipe et que vous devez subir. La stratégie test, c'est votre équipe qui l'a fait collectivement, c'est-à-dire tous les cœurs de métier, la font, la mettent en place, écrivent ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont pas faire, et la communiquent au reste de l'écosystème. C'est pas l'inverse. Ce que l'écosystème doit vous fournir, c'est une politique de test. C'est-à-dire quel est le niveau de test que nous attendons, nous, en tant qu'organisation. Quels sont les moyens qu'on vous met à disposition, nous, en tant qu'organisation. La stratégie de test, c'est votre équipe qui l'a mis en place et qui l'a décidé. Et si votre manager, une équipe vous dit non, elle est imposée par l'organisation, c'est le moment de faire appel à un facilitateur. Avec un peu de chance, il sera bien sympa de apprendre le coup pour vous. Ok? Exploratory testing. Le test exploratoire, il y a des gens qui ça parle pas? Non. Non? Ça parle à tout le monde? Non, ok. C'est fait de détecter des anomalies, en tout cas passer des tests qui ne sont pas scriptés. Globalement, historiquement et en termes de culture, on scripte nos tests. Donc, au moins lourd, on fait du give and when. Au plus lourd, on fait du pas à pas. C'est-à-dire qu'on va guider le testeur sur chaque clic, chaque mot qu'il doit écrire, etc. Et à chaque fois qu'il fait une action, on va lui dire quel comportement on attend. Il y a des limites à ce type de test. Si tu reproduis indéfiniment le même test dans exactement les mêmes conditions avec exactement les mêmes données, tu sais pas ce qui se passe quand tu changes un paramètre. Tu introduis jamais de variable. Et rien ne te dit, et malheureusement je l'ai vécu, que le développeur il va pas juste corriger ton cas de test. Les tests automatisés sont comme ça dépend de la qualité de votre automatisation. Ils sont ultra scriptés, c'est le principe, et ça dépendra. Le niveau de scripting va dépendre de la qualité de votre automatisation. Je vais vous inviter, quand vous commencez à automatiser des tests, dans votre stratégie d'automatisation, à penser à développer des services qui vont créer des jeux de données à chaque fois que le test va passer. On va pas chercher le même
jeu de données en base de données, ou pire, on n'écrit pas le jeu de données en dur dans le code du test automatisé. Sinon, ça revient à passer exactement le même test à chaque fois. Et encore une fois, ça n'a pas grave. On crée nos jeux de données. Le test automatisé doit faire ça. Si vous avez un automaticien de test, il sera là. Si vous dites non, changez d'automaticien. Ouais. Créer au sens générer Ouais. ou créer au sens que je RZ à chaque test. Les deux. Ou les deux. Ouais. Les deux. Et on va y revenir après. Et on va aller plus loin. Yes? Je fais les données froides. Non. Oui, mais anonymisé. Merci. Je sais pas qui va dire. Évident. Ah non, c'est pas évident. C'est pas évident. Regarde, c'est pas évident. Ma première, moi, j'ai même pas réfléchi, je t'ai dit non. Tu m'as pas dit récupérer les fraudes anonymisées. On rembobine. Utiliser les données de prod anonymisées, bien sûr. Ok. Mais par contre, tu développes un service qui va aller chercher une donnée de prod différente à chaque fois. C'est-à-dire que tu vas pas aller récupérer la même donnée de prod anonymisée à chaque fois. C'est comme tu fais Dans pas. mon esprit, c'était une exhaustivité de toute la. Je suis d'accord, mais ton test, il va pas aller tester toutes les données de prod. Quand ils sont en prod, ils vont tester, en vrai. Aussi. Mais moi, je vais te dire oui, hein. C'est le. Moi, je te dis oui. Il n'y a pas de problème. C'est le vrai. Mais il faut que tu ailles chercher une donnée de prod. Peu m'importe en fait d'où elle vient ta donnée, mais il faut qu'elle soit différente à chaque fois. Sinon, tu testes. Je vais te donner le truc bête, hein. La longueur de caractère des mots de famille. Mon Dieu. Qui ne s'est pas pris la tête sur cette chose-là? Surtout ma gueule. J'ai deux exemples dans la salle, hein, j'en ai un. Les gars, là, vous êtes dans les 2 minutes. Les mecs, ils sont... affiché à chaque fois. Comme si ça, je voyais pas déjà assez, en fait. C'est horrible. Yann et Olivier, trois des gars qui sont jamais dans les cas de test. Bim, ça plante à chaque coup. On va jamais. Les baquettes beaucoup. Et les noms de famille, on parle de ça, mais on n'oublie pas comment on teste les mots allemands, les critiques, les Oberhaut et tout ça. Donc anonymiser, oui, mais on change à chaque fois parce qu'on va aller tester les longs, les courts, les titres, les Oberhaut, les tout, quoi. Il faut le faire. Moi, je m'en fous, on m'avait fourni, donc globalement, je passe dans le truc, quoi. Peu de chance que ça rate chez moi, mais... Ok. On peut prendre une stratégie test par pyramide de test. Donc là, c'est par priorité la pyramide de test, si vous l'avez, je n'ai pas mis, mais attendez pas que ça soit affiché. Et si vous l'avez en tête, TU en bas, avec une grande base, au-dessus, les tests d'intégration, au-dessus, les tests système, en haut, les tests d'acceptation. Et donc, en gros, ça définit le test que vous devez faire. Plus vous êtes en bas, plus il doit y en avoir. Ce qui veut donc dire que le maximum de tests se fait au niveau développement. C'est bien de me rappeler ça. Et les quadrants agiles, on vérifie par priorité, je vous les ai présentés. Ça va? Et là, on commence à se manier. Optimiser notre stratégie test. Non, pas tant ça, on dit bien. Optimiser notre stratégie test. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la stratégie test, on la met à jour. Il faut qu'elle reflète la réalité de ce qui se passe sur notre équipe, sur notre projet, enfin sur notre produit. Okay. Ah, je vous l'ai pas dit, ça peut être intéressant. Les stratégies test, vous pouvez en avoir à différents niveaux. Vous pouvez si vous avez plusieurs équipes qui travaillent sur un produit, vous pouvez avoir les stratégies test pour votre produit et après les stratégies test pour votre équipe. Bien évidemment que du coup, votre stratégie test d'équipe sera drivée par la stratégie test produit, puisque nous répondons tous à un produit, quoi qu'il se passe. Mais en fonction de où vous intervenez sur le produit, vous pouvez déroger un petit peu à la stratégie test produit. Typiquement, aujourd'hui, voilà, les équipes de la Prévagne interviennent sur que des API. Imaginez bien que nous, la stratégie test produit du front, c'est sympa, hein, elle existe, hein, mais on s'y réfère pas tellement. Par contre, tout ce qui est API, on a intérêt d'être au carré. Ok? On revoit notre couverture de test, vous en parlez tout à l'heure.
On fait pas du 100%, on fait pas du 80% parce que c'est écrit dans les boutons, c'est joli et du coup on se débarrasse de ces boutons. Mais surtout, on fait quelque chose d'intelligent. On automatise intelligemment, j'en parlais, on n'automatise pas pour automatiser. L'automatisation, ça se réfléchit et ça s'inscrit dans la stratégie de test. C'est pareil. On se réveille pas un matin en se disant on va automatiser, puis pop, on met un gars et on lui dit oh, en fait, c'était ça, automatique, c'est pour toi. Le gars, il est en PLS dans 2 jours. C'est ce qui se passe, hein. Soit on fait appel à des experts, soit au moins on lui demande déjà son avis. Si c'est pas son métier, on lui demande son avis. De nouveau, testeur et automaticien de test, c'est que le métier d'éditeur. Il y a des gens qui ont le droit de faire les deux, il n'y a pas de souci. Et on a le droit de ne pas avoir envie de faire les deux. Donc on automatise intelligemment, on réfléchit notre stratégie de test ou automatisation, on la met dans la stratégie de test. Et je reviens à ta question de tout à l'heure, quand tu me disais créer les jeux de données, est-ce que c'est les générer ou réinitialiser? Et je t'ai dit les deux, c'est les deux. Dans notre stratégie de test, on va aussi réfléchir à quand on passe nos tests automatisés. Vous avez des environnements où les tests automatisés, ils sont passés toutes les nuits à 3h et entre 3h et 6h du matin, vous avez 3 heures automatisés, c'est génial. Et puis du coup, comme ça, le matin, quand il arrive, votre testeur, la première liste qu'il va récupérer, c'est ce qui s'est passé et puis il commande sa journée par tout ce qu'il faut chez lui. Quelle merveilleuse journée vivante. Ok. C'est ce qu'on... Globalement, beaucoup d'entreprises font ça. Il n'y a pas de souci si ça convient à votre environnement. Sinon, vous pouvez aussi penser votre stratégie de test, mettre en place un bon framework d'automatisation de test, automatiser vos tests dans les pipelines. Attention, privez-vous. On peut monter des navigateurs headless, donc des navigateurs virtuels qui vont passer les tests automatisés, qui vont se shooter une fois que les tests sont terminés. Aujourd'hui, ça ne vous prend pas beaucoup plus de ressources. Et en plus, on peut faire en sorte que votre pipeline, si certains tests automatisés que vous aurez définis selon leur risque ne passent pas, ben, on ne les trouve pas. Et si j'ai fait tout ça, j'ai gagné du temps. Et si j'ai gagné du temps, j'ai gagné de l'argent. Et l'argent, ça parle plaisir. Et surtout, j'ai pas énervé 3 testeurs qui, du coup, sont allés s'énerver sur 4 développeurs et du coup, il y a un problème d'équipe et du coup, faut en équipe. C'est ce qu'on a fait. Et on n'a pas envie. Moi, j'aime bien maximiser la quantité de travail que je ne fais pas. Du coup, je vais terminer aussi là. Ouais. Oui, mais par contre, quand on va l'automatiser dans la CI, Ouais. dit, ok, mais par contre, les testeurs, quand ils arrivent le matin, ils verra toujours que la PCD est petite ou qu'on peut pas mettre en prod. Non, le testeur, il va pas le voir. C'est le développeur qui va voir que son avis n'est pas parti. Mais en fait, il va pas le voir le matin. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il va committer, ça va merger. Ça y est, ça teste. Ok. Donc en fait, ce qui se passe la nuit, et en fait, il se passe plus rien la nuit. Tu peux même éteindre si tu veux dans la nuit. Tu peux dormir et tu peux arriver le matin et te dire que ta journée, elle commence bien. Tu vois? C'est à chaque fois que tu déploies. Donc à chaque fois que tu vas committer ou merger, tu fais tout reste. Ça, c'est chouette. C'est un peu lourd à mettre en place, ça coûte cher, mais si vous arrivez à le faire, c'est chouette. Moi, je l'ai fait et si vous pensez ça dès le début, c'est comme ça que vous allez arriver vraiment sur la vraie livraison possible. J'en ai fait, encore une fois, c'était chez France Travail, vous avez les moyens. Faut de l'argent, c'est bon. Et donc, du coup, on a pu faire ça. Et donc, on mettait en prod 4 à 5 fois par jour. C'est pas à chaque commit, si. Non. Parce que c'est pas gris. Non, pas à chaque commit, mais finalement, chaque US partait en prod. En fait, l'enjeu, ça va être de choisir ce que tu réexécutes dans le pipeline, finalement. Exact. Ce que tu réexécutes en pipeline. Et donc, du coup, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que tes tests, tu les automatises au fur et à mesure de ce que tu développes, et donc, ils te viennent pour une bonne grosse partie des tests. Et qui sont réexécutés à chaque déploiement. Et d'où l'intérêt, donc, d'avoir une belle stratégie, je le disais, pour le coup, là, pour la pyramide, c'est-à-dire qu'on commence par les bas niveaux, parce que les bas niveaux, c'est ce qui s'exécute le plus vite, c'est ce qui coûte le moins cher. Donc, si vous les réexécutez 5, 6, 7, 8 fois par jour, ça passe, hein. Moi, sur une appli complète,
on exécutait nos tests en moins de 20 minutes. C'est-à-dire qu'entre le moment où Dave il poussait son truc et le moment où ça arrivait en prod, c'était 20 minutes. C'est propre, hein. Je pense que... Bon, pour une appli pour 50 personnes, c'était vrai. Mais... c'est un peu le bazooka, la muse, tout ça, mais... Ouais, c'est pur ça. Mais c'était une expérimentation. Nous faisions une expérimentation et on était là pour ça. Souvent, dans les équipes agiles, quand on fait nos sessions d'amélioration... T'as pas la Corée avec, toi? Non. Il continue. Je pensais à un film longtemps. C'est mort. Quand on fait des tests, souvent dans les moments d'amélioration continue de vos équipes, on fait un cas de test. Sauf quand un testeur il a vraiment un peu trop chauffé le vélo. Du coup, il y a un petit conflit, parce qu'en plus, ils ont mal communiqué. Donc, du coup, ils ont tous pris ça personnellement. Donc, les 4 accords de texte, tout ça. Et donc, du coup, on en parle ça. Mais en fait, faut se poser la question, est-ce qu'on continue d'automatiser? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce que les niveaux de tests qu'on fait, les types de tests, c'est bon, c'est pas bon, etc., etc. Et donc, on fait de l'amélioration continue aussi sur l'activité test. Il y a le produit, il y a le dev et le test. On implique toute l'équipe, j'en ai parlé, la stratégie test c'est toute l'équipe, et ça c'est hyper important. Si les gens ne sont pas impliqués sur l'activité de test, quel que soit leur rôle, ça ne marchera pas. Dès le début, on y pense. Ok? On fait ça, on pense aux méthodes agiles de test. J'en ai parlé, l'exploratory testing. Il y en a 2 autres qui sont très en vogue. Le pair testing, ça vous parle? Ça parle pas à tout le monde. Le pair testing, ça parle à tout le monde, le pair programming. Et ben c'est pareil, le point de test. Ouais, mais c'est qui les pairs, là? C'est 2 personnes. Peu importe. De l'équipe. Ouais, ok. 2 personnes de ton équipe. Et du coup, Je vous mets en situation. Ouais, vas-y. non, Ouais, parfait. et du coup, ça fait ce côté, j'ai fait toi tu croûtes, toi tu envoies tes idées ou Alors, on va plutôt l'utiliser. Alors ça, tu peux le faire avec 2 développeurs, clairement. Mais là, du coup, ça devient du pair programming ou du mode. Mais surtout, ce qu'on va faire, c'est jouer en situation classique, sans pair testing. Je suis développeur, je pousse mon US, ça se déploie. On va se mettre dans le pire des cas. J'ai pas de test automatisé, ça se déploie. Mon testeur, il est occupé. 3 jours après, il revient, il prend le ticket, là, dans sa collège Jira, là, qu'on aime tous, ok? Il la passe à en test, de A tester à en test. Il commence, là, bug. Il crée son ticket Jira, j'ai un bug. Il le renvoie au développeur, le développeur, il termine son code. Donc 3 jours plus tard, il voit valider, un bug. Oh non, le tu laisses. À un moment, il reste plus que des bugs, il prend le bug. Il se dit, punaise, quand est-ce que j'ai fait ça? Donc déjà, il cherche si c'est vraiment son code. Si c'est pas le sien, il va le filer à l'autre. Pas déconner. Ouais. Si c'est son code, il va se replonger dedans. Mais comme il l'a pondu il y a 1 semaine et demie, ça ne rappelle plus. Moi, je ne vais pas faire ce que j'ai mangé ce matin. Je vais raconter avec le bête que j'ai produit depuis minuit. Il va appeler le développeur, le testeur pour discuter de la criticité de l'anomalie. Parce qu'évidemment, il n'y a que ça d'intéressant sur le moment. Hein, quand on sait, le bug toujours là. Hein, la criticité est importante. Puis, ils vont y arriver, il va corriger, il va redéployer, le testeur, il va revenir sa tâche et on continue. Bon. On a mis du temps, hein. Oh, on parle pas d'une réussite, normalement? Ouais. On parle d'être efficace, tout ça, de collaboration un peu. Faire testing, je suis développeur, je termine. Avant de déployer, j'appelle le testeur. Je lui dis, hey, viens, je te partage mon écran et on regarde ensemble ce que j'ai fait. Voir si on est en physique. Vas-y, teste pendant 5-10 minutes, peu importe. Regarde, là, alors bien sûr, le testeur, il va pas faire l'exhaustivité des tests parce que le développeur, il n'a pas que ça à faire non plus. Mais s'il passe les 4, 5, 6 gros cas qui sont censés passer et cela passe et qu'on détecte rien, et ben on déploie et on y va. Et par contre, si on trouve quelque chose, c'est encore mieux parce que comme le développeur, il est en train de voir ce que fait le testeur, potentiellement, le code est fait dans sa tête, il est potentiellement déjà en train de commencer à corriger, et donc on a gagné. Ouais.
Dans ton premier cas, le testeur, il était pas d'histoire en 3 jours. Ouais. Donc, dans le deuxième cas, il va pas attendre de faire testing 3 jours. Que si c'est une pratique de ton équipe, tu vas organiser ton équipe pour qu'en fait le testeur se dise ok, il y a du pair testing, je peux mettre en pause ce que je suis en train de faire pour prendre 10 minutes et aller aider les développeurs et gagner du temps là-dessus. C'est du temps investi, pas du temps perdu. Oui, non, mais je peux pas. Mais il faut que ce soit une pratique Il d'équipe. faut faire une pratique. Évidemment, si tu es tout seul à le faire et tu sors ça, ouais, tu vas te faire envoyer les idées. Pardon. Mais il faut que ce soit une pratique partagée par l'équipe. Ouais. Un truc qu'on faisait, nous, c'est qu'on avait un peu automatisé, et en fait, c'est quand même le testeur qui mettait en prod. Ouais. Donc, ce qui fait que c'était lui qui appuyait sur le bouton, et ça ne partait pas. Et donc, il y avait vraiment cette notion dont on doit livrer le plus tôt possible. Ouais. Donc, c'était ou valider sur l'environnement à côté, et Ouais. faire automatique passer, soit valider directement avec le dev, et c'est le dev qui demande. Ouais. Donc, on tourne autour de ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc là, vous le faites avec le testeur, mais en fait, le pair testing, ça peut se faire d'être testeur. Ah, c'est Ça peut se faire une fois déployé, testeur, une histoire de testeur. confiance. Le testeur voulait absolument être la personne qui quitte. Donc, on Ah, est bah dans ça. l'écriture, etc., etc. Mais le pair testing, en soi, ça peut être dev PO, PO test. Enfin, peu importe, hein. 2 personnes. J'ai pas essayé le mob testing. C'est un truc qui se passe. Il y a de l'exploratory testing par une méthode de test agile, je vous en ai parlé. Il y en a une autre. Je prie les personnes qui travaillent en environnement certifié. Bon, ok, je sais pas, de fermer leurs oreilles. Pour les autres, il y a le no test case. On arrête de scripter nos tests et de les mettre dans un ALM, un logiciel qui va gérer le patrimoine de tests. Comme ça, on gagne du temps. Le temps que vous ne prenez pas à mettre vos tests dans un ALM. Un ALM, au-delà de l'outil qui s'appelle l'ALM, ce sont tous les outils qui gèrent les patrimoines des testeurs. Okay. Le temps que vous prenez pas, vous gagnez à exécuter, et tout ce que vous gagnez à exécuter, c'est de la qualité en plus. Donc que l'utilisateur feedback, que vous ayez écrit 450 textes dans votre ALM, il s'en fout. Ça lui apporte pas de valeur. Par contre, que vous lui livriez un produit de qualité, ça lui apporte de la valeur. Et encore une fois, notre but, c'est qu'il y ait de la qualité. Et d'apporter de la valeur. Ok? Et le quadrant agile, je vous en ai parlé. Je passe là. Prendre notre conquête. Sur notre conquête de l'agilité par les tests, ce qu'on doit retenir, au-delà de vous avoir un peu fait rigoler, il y a 3 points. Avoir une bonne stratégie de test, discuter et travailler en équipe, mettre en place une amélioration continue des tests, on n'oublie pas, et utiliser des méthodes de test agiles. Vraiment, le carré, ça change la vie. C'était là ta surprise. Faut pas gêner. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de voir les tests avec vous. Je vous remercie. C'est mon QR code Road Express. Allez-y. N'hésitez pas à me donner des pistes d'amélioration. Et merci d'être resté jusqu'au bout. Et merci d'être arrivé en cours de route. Je t'écoute. Merci à vous d'être là. C'est bon. C'est ça? Oui, c'est ça. Merci André qui a bien parlé. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Bien donné, la soirée. Le format est super intéressant. On aurait pu faire un heure de plus, je pense. Ah mais je te fais 1 heure de plus, si tu veux. Y a pas... Mon problème n'est pas de parler. Hein. Est-ce que tu as un avis sur un truc? Parce que j'ai toujours un avis. Ouais, sur le shift left, testing. Oh oui, j'ai un avis sur le shift left et le right left. Du coup. Ah non. Ah bah si. Sur le left. Alors le shift test, c'est forcément une méthode. Le shift test, c'est le fait de tester avant la prod. Plus vous testez tôt, et moins ça vous coûte. Ok. Donc j'ai un avis, pour moi c'est une pratique de base, il faut le faire. Est-ce que ça va driver des stratégies forcément là? De fait, mais à partir du moment, en fait tu vas jamais écrire dans ta stratégie, on va faire du shift left. Déjà parce que ça parle à personne. Mais en fait, à partir du moment où tu vas dire on fait des TU, tu fais du shift left. Alors il commence parce qu'il y a le shift left, c'est la même chose sur la sécurité. Oui, tous ces, bah oui, ils s'y mettent. Tous ces, ouais. Ces concepts. Ils sont en train de découvrir ce concept qui a plus de 10 ans. Tout nouveau. Des affirmations. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'attaque maintenant au right, qui est donc le fait de tester. Ouais. Bah oui. Si le shift, c'est avant la prod, le right, c'est après la prod. Et donc, oui, je vous annonce qu'on teste en production. On teste pas n'importe quoi, on ne teste pas n'importe comment, on n'introduit pas de données en production, mais on teste en production. Ne serait-ce que vérifier que vos applis sont up et que l'entièreté de vos services et de votre base de données répondent.
C'est un test, hein. Et ça vaut le coup. Sincèrement, ça vaut le coup. Encore une fois, pensez une chose, hein. Le test sert aussi à maintenir votre réputation produit. C'est hyper important. Et donc, si vous testez en prod et que c'est vous qui informez vos utilisateurs que votre appli, elle a un problème, elle est inutilisable, peut avoir, ça créera moins de frustration chez l'utilisateur et donc il n'ira pas à la concurrence. Que si c'est lui qui le découvre, qu'il faut en plus qu'il se prenne la tête à vous trouver pour vous dire comment ça marche pas. On le sait tous, hein. Quand Meta plante, tout le monde est sur X, hein. On va pas... Surtout dans notre monde où la concentration, elle est d'à peu près 10 secondes et demie. Et encore. Donc, du coup, si j'arrive pas à accéder à mon service tout de suite, je vais aller chez le concurrent qui me fournit le service dont j'ai besoin tout de suite. Parce qu'en fait, même si ce truc-là, ça fait 3 ans que je dois le faire, moi, j'ai décidé que c'est ma meilleure solution. Ok? Merci pour le reflet, une petite explication, parce qu'en fait, il y a toujours ce côté inquiétude. Bien sûr. De tout le monde, en fait, de dire comment ça, on va tester en prod. C'est-à-dire que potentiellement, on va tester la prod et on va se redire une jeu de prod, etc. Et pourtant, je trouve que c'est important sur le côté confiance entre nous déjà, et confiance des utilisateurs à l'état produit. C'est-à-dire que à un moment donné, si on met aussi en place, si on fait tout ça avec future technique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on met un bandeau pour dire on a désactivé, machin, suite à des d'autres machins, et hop, on désactive, et voir qu'on corrige et on le réactive hop, en fait. C'est ce qui fait que ça accompagne. Et le côté, on a un bug, c'est pas qu'on a un bug, et puis on a un bug, et machin, mais on arrive à désactiver. Quand c'est possible, on le fait. Mais oui, c'est vrai, vous testez en propre. Il faut pas avoir peur, tester en propre. Au-delà de juste superviser, tester en propre. Encore une fois, sans envie de donner. Sauf si vous avez pensé ça, et ça arrive, sur certaines applis, où ça a été pensé vraiment au début et en amont, et du coup, il y a des sortes de bases de données aléatoires qui sont faites, c'est pour les jeux de données qui vont être tout en prod. Et donc, du coup, ça part dans cette base-là, et donc, ça rentre pas dans tout ce qui est marketing, stats, cloud, etc. Mais attention, hein, ça c'est, mollo là-dessus. Faut vraiment penser l'archi. D'autres questions? Eh ben, merci beaucoup. Merci.